Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans ces cours de soutien pour la préparation aux exercices scolaires de la philosophie autour d'une dissertation dont l'intitulé serait « Tout ce qui est scientifique est-il vrai ?» Donc, je ne propose pas la correction, mais une correction possible, une proposition de plan plus ou moins détaillée en trois parties. Je commencerai par une introduction où, pour problématiser le sujet, je rappellerai que, partant de ce sujet, tout ce qui est scientifique est-il vrai, la science est définie traditionnellement comme la recherche du vrai. La morale est la recherche du bien, l'art ou l'esthétique est la recherche du beau, la science est la recherche du vrai. Donc de ce point de vue, d'après cette définition, il y a une identité entre science et vérité, une équivalence. Euh, Science et vérité, c'est quasiment une tautologie, en tout cas un pléonasme. Et la question, tout ce qui est scientifique est-il vrai, qui a l'air de vouloir remettre en question cette évidence, peut sembler choquante de ce point de vue, scandaleuse. Car si ce qui est scientifique n'est pas vrai, alors qu'est-ce qui pourrait bien être vrai, n'est-ce pas? Et pourtant, plusieurs arguments tirés de l'histoire des sciences peuvent comprendre peuvent nous permettre de comprendre qu'on ait envie ou besoin de se reposer la question, de savoir si tout ce qui est scientifique est bien vrai. En effet, tout d'abord, remarquons que, première partie, je dirais, voilà, voici ma thèse, et si la science est la recherche du vrai, on peut admettre que toutes les théories ne sont pas encore forcément vraies. Dans une première sous-partie, je développerai l'argument selon lequel, en effet, si la science est la recherche de la vérité, ce qu'on recherche, on ne le possède pas encore. La science peut donc effectivement émettre des idées à titre d'hypothèse, des idées qu'elle tient pour vraies, tant qu'elles n'ont pas été réfutées, mais qui peuvent aussi bien euh, au fil des expériences et des démonstrations contraires, euh, s'avérer fausse. Tout ce qu'on tient pour vrai ne l'est pas nécessairement. Alors, dans une deuxième sous-partie, je prendrai l'exemple, si vous voulez, du débat classique et bien connu entre les géocentristes et les héliocentristes, entre Aristote et Ptolémée d'un côté, Aristarque de Samos de l'autre, pour montrer que cette longue histoire de l'astronomie a été l'histoire d'un débat au cours duquel la théorie géocentriste a d'abord pris le pas et s'est imposée pour 2 longs millénaires ou plus, avant de pouvoir être contestée au début de l'époque moderne par Copernic, Galilée et Newton. Par conséquent, on voit bien que cette recherche du vrai n'exclut pas que la science puisse, pour un temps, défendre des idées qui, malgré les arguments qui les soutiennent, sont fausses. Bon, on peut aussi citer l'exemple du débat entre Einstein et Newton, puisque on se souvient de cette formule, excuse-moi Newton, hein, formule par laquelle, si vous voulez, pour faire simple et court, Einstein montre les limites de la physique classique. Donc la science n'est pas le royaume de la vérité. Elle n'a pas la vérité, elle n'est pas vraie, essentiellement, puisqu'elle est l'élan vers la vérité, elle est la recherche de cette vérité. Et ces théories, ces résultats sont parfois faux. Mais ce n'est pas une objection contre son projet et contre sa méthode. Et là, c'est l'occasion pour nous de
passer à une seconde partie dans laquelle je soutiendrai que, où je poserai la question, ne peut-on pas dire que c'est la méthode qui fait de la science un véritable discours de vérité? Sa méthode, plutôt que ses résultats, ce qui fait qu'elle reste un discours de vérité, même quand elle se trompe ponctuellement, même quand elle produit des résultats erronés. Alors, quelle est cette méthode? Grand A, sous-partie de cette deuxième partie. Quelle est cette méthode? Eh bien, cette méthode, c'est celle que définit par exemple Descartes dans le discours de la méthode, avec ses 4 règles de la méthode auxquelles il faut revenir, et qui renvoie notamment au principe de l'analyse et de la synthèse, et nous amène à une réflexion sur l'induction et la déduction. Je renvoie évidemment tous les candidats à la définition exacte de ces termes dans un dictionnaire de philosophie, ou dans un dictionnaire tout court, ce qui sera déjà pas mal. L'induction et la déduction, c'est-à-dire la démonstration. La méthode de la science, c'est la démonstration qui consiste à articuler des causes et des effets. Alors, l'induction, c'est le processus démonstratif qui remonte des effets aux causes, tandis que la déduction est le processus démonstratif qui va des causes aux effets. L'induction est surtout employée dans les sciences de la nature, qui commence d'abord avec l'observation d'un certain nombre de faits qu'il va falloir ensuite expliquer, tandis que la déduction est surtout employée dans les sciences dures, qui procèdent sur la base d'axiomes dont on va ensuite tirer par déduction un certain nombre de conséquences, de conclusions, de résultats. Par cette méthode, dans une deuxième sous-partie, je défendrai l'idée que la science s'oppose donc à la croyance, qu'elle s'oppose à la connaissance par ouï-dire, à la simple expérience vague, qu'elle s'oppose à la superstition, à la connaissance par imagination, elle s'oppose à l'opinion, elle s'oppose à l'ignorance. Bref, elle s'oppose évidemment à l'erreur qu'elle corrige. Elle s'oppose à toutes sortes de prétendues connaissances qui, par définition, ne sont pas démonstratives ou ne sont pas démontrées, parce qu'elles ne sont pas capables d'exhiber leur raison. Elles ne sont pas capables d'expliquer ou d'exposer leur pourquoi. Croire, en effet, c'est ne pas savoir pourquoi. Je continuerai en transition, soulignant que tout ce qui n'est pas démontré n'est pourtant, tout ce qui est démontré, excusez-moi, tout ce qui est démontré n'est pourtant pas absolument vrai. Et donc, je voudrais en venir dans une troisième partie à une remise en question de la méthode scientifique qui n'est au fond ni vraie ni fausse, puisque toute démonstration repose sur des principes, les premiers principes de toute science étant appelés axiomes. Ces axiomes posent question, parce qu'ils servent à démontrer, mais ne sont pas eux-mêmes démontrés. Donc le problème des axiomes, première sous-partie de cette troisième partie, le problème des axiomes, c'est qu'ils sont simplement postulés, ils sont arbitraires. Prenons comme exemple les axiomes de la géométrie euclidienne. Chacun sait par exemple que, pour avoir été au collège, lorsque deux droites sont parallèles entre elles, toutes perpendiculaires à l'une et perpendiculaires à l'autre, etc. Il y a dans la géométrie euclidienne un certain nombre d'axiomes, c'est-à-dire de principes qui sont fixés, qui sont postulés, mais qui ne sont eux-mêmes pas démontrables. Donc la géométrie, vous voyez, qui est considérée comme une science dure, puisque c'est une partie de la mathématique, la science la plus exacte, elle-même n'est pas vraie absolument, comme l'a montré par exemple Lobachevsky et sa théorie de l'axiomatique. On peut faire varier ces axiomes, puisqu'ils sont arbitraires.
Alors ça ne veut pas dire, attention, que la science est fausse et qu'on peut la jeter à la poubelle. Ça veut dire qu'elle est fondée sur des principes qui sont fixés par convention et que tout ce que la science tient pour démontrer ne l'est que sur la base de ces axiomes arbitrairement fixés. Ce qui fait que, comme Lobachevsky l'a montré, d'autres modèles de géométrie sont possibles. En géométrie riemannienne, par exemple, dans la géométrie des espaces courbes, pour reprendre l'exemple que je prenais un petit peu plus haut, des droites parallèles peuvent se croiser. Donc, la vérité de la science est une vérité relative, même en mathématiques. On pourrait prendre bien d'autres exemples. On sait que tout nombre multiplié par lui-même est positif, mais on pourrait inventer, puisque cet axiome-là est finalement arbitraire, on pourrait inventer un système dans lequel un nombre multiplié par lui-même serait négatif, et c'est ce qui se passe effectivement dans les nombres complexes, où, comme chacun sait, i au carré égale moins 1. Donc la vérité de la science est relative, elle n'est pas absolue. D'abord parce qu'il existe d'autres discours de vérité, je pense par exemple à la foi, que je distinguerai de la croyance, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui pour nous, mais surtout parce qu'elle-même, cette science, en tout cas chez ceux qui la pensent convenablement, cette science, je pense à Lobachevsky que je viens de citer, n'absolutise pas sa vérité. Cependant, dans une deuxième sous-partie, j'insisterai que ces vérités relatives de la science, discutables dans le champ même de la science, qui rendent la science si vivante et si passionnante, ces vérités relatives peuvent être absolutisées et elles peuvent être dogmatisées par des institutions qui transforment ces hypothèses de la science en impératifs pratiques, sous prétexte par exemple de bien commun, mais pour des raisons qui sont en réalité bassement intéressées, des raisons économiques et financières. Donc la science, du fait de sa collusion avec le pouvoir politique, peut se transformer en une institution qui pervertit son projet initial, cette recherche de la vérité. Je pense par exemple au lobby pharmaceutique et au devoir de vaccination qui est aujourd'hui très contesté pour des raisons qu'on pourrait éventuellement discuter, en faisant attention tout de même de ne pas faire de hors-sujet dans cette copie. On pourrait même aller plus loin et se demander si par un spectaculaire renversement, à peine connu du grand public, mais étudié par les sociologues des sciences, on pourrait se demander si la science ne serait pas devenue le royaume de la mystification, le royaume de l'illusion, le royaume même de l'ignorance et de la fraude, comme l'a par exemple expliqué un directeur de recherche au CNRS, Laurent Ségala, dans un ouvrage qui s'intitule « La science à bout de souffle », ou comme essaie de l'expliquer des auteurs qui travaillent sur la question de l'agnotologie. Je renvoie à l'article Wikipédia qui est très 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 bref, mais qui comporte tout de même une ou deux références bibliographiques sur ce sujet, et qui consiste à montrer que la science, lorsqu'elle s'organise en institution, vise aussi à produire de l'ignorance. Mais ici, nous quittons un petit peu le sujet, qui n'était pas, la question n'était pas de savoir si la science dit toujours la vérité. Le sujet était de savoir si tout ce qui est scientifique est vrai. En tout cas, on voit que les deux questions sont relativement proches. Et je dirais que, en conclusion, sur ce constat, il y a effectivement de quoi mépriser la science qui nous donne pour vrai ce qui, dans le meilleur des cas, n'est parfois qu'une hypothèse et dans le pire des cas, peut s'apparenter à de la fraude et des énoncés manifestement trompeurs,
peut-être faudrait-il aussi ne pas omettre dans cette dissertation une réflexion sur la question du sophisme, c'est-à-dire des raisonnements qui ont l'air d'être vrais mais qui sont manifestement trompeurs ou construits dans le but de nous tromper. En tout cas, cela ne doit pas nous rendre misologues, c'est ce que je dirais dans ma conclusion générale. Un misologue est un adversaire de la raison, qui déteste la raison, car c'est encore au nom de la raison que les auteurs que nous venons de citer, je disais Laurent Ségala par exemple, remettent en question la perversion de la recherche de la vérité au sein des institutions scientifiques. Bon, voilà un plan possible, il y en avait d'autres, voilà quelques connaissances qu'on pouvait mobiliser, mais évidemment, il y avait bien d'autres pistes possibles. Ce que je voudrais, je crois, quand même souligner avant de terminer, c'est que la notion de vérité à laquelle il est quand même explicitement fait référence dans le titre mérite d'être définie plus précisément. On peut au moins citer ou évoquer trois conceptions bien différentes de la vérité. Je pense d'abord à une approche formelle ou logique de la vérité, celle à laquelle nous avons fait référence dans la deuxième partie, la vérité comme discours démontré. Est vrai ce qui est démontré. On aurait pu évoquer ici ou là, à l'occasion de nos propos sur la science, l'idée que la vérité désigne aussi l'accord d'un discours avec des faits. C'est la fameuse théorie dite de l'adéquation, la vérité comme adéquation entre un discours et des faits, et on aurait pu évoquer pour opposer ou pour montrer les complémentarités, en tout cas la différence entre le discours de la science et la vérité à laquelle prétend la foi, l'idée que la vérité est pour la foi une vérité révélée, une parole révélée telle que les religions monothéistes, les religions du livre par exemple, y font référence. Donc enrichir peut-être ce propos d'une définition plus précise de la notion de vérité.